Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on va pour Ciné Critique. Regardez qui c'est que j'ai avec moi, c'est l'ami Sawyer. Presque un an après, incroyable, tu es toujours là, fidèle au rendez-vous pour Bah, parler écoute, de quelque chose qui nous est cher. On c'est finit la trilogie ici. c'est la fin de la trilogie, ce sera la dernière vidéo. Il n'y aura pas d'autres vidéos sur mon beau-père et moi, hein. Non, Euh, non, hein, sachant que l'année prochaine, mais un on en parlera à quatrième. la fin. Mais parce que ouais, du coup, il y a 2 ans, on a enregistré sur mon beau-père et moi. Et sur sa suite, du coup, l'année dernière, et là, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la fin de la trilogie. Et celui-ci, alors, il s'appelle en français Mon beau-père et nous, ou en version américaine, Little Fuckers, qui n'est pas réalisé par Jay Roach. Non, non, il est parti un peu ailleurs. Récemment, il a fait un film, un remake que tu as apprécié, pas moi, voilà, La Guerre des Roses, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ici, c'est Paul Weitz qui s'en occupe en 2010, lui qui avait écrit et réalisé le premier American Pie. Voilà, ça explique peut-être des choses sur nous On ici. en Il a fait reparlera aussi sur le nom du American... film. Ouais, et puis il a fait aussi American Dreams avec Hugh Grant. Alors, je sais que tu aimes bien Hugh Grant, peut-être que tu as vu ce film. J'ai Non, pas du tout visiblement. vu, non. Voilà, moi non plus. Donc, peut-être à découvrir. Et au scénario, on a le retour de John Hamburg, qui était là dans les premiers, qui a aussi d'ailleurs réalisé Polly et moi avec Ben Stiller. Un film, j'avais gardé un bon souvenir de celui-là. C'était un peu bizarre, quand même, un peu olé olé, mais bon. Et John Hamburg, le scénariste ici, qui sera le réalisateur du 4, mais on en parlera à la fin. Là, on est resté sur le 3, qui suit toujours, évidemment, les mêmes aventures des Burns et des Fuckers, qui se sont mélangés maintenant depuis, donc, pour interpréter le patriarche, un de nos acteurs fétiches, peut-être le meilleur acteur américain de sa génération encore en activité avec Al Pacino, bien sûr, c'est Robert De Niro, évidemment, toujours en mode conservateur, vieille Amérique républicaine, et pour jouer son gendre, aussi un de tes acteurs préférés, qui récemment d'ailleurs s'est serré à autre chose, la série Severance, c'est Ben Stiller, qui est aussi d'ailleurs réalisateur, hein, mais là, il n'est que acteur principal, il n'est pas au scénario. D'ailleurs, Zoolander, je crois que John Hamburg avait participé à l'écriture de Zoolander aussi, donc c'est quand même une grande famille tout ceci. Évidemment, autour, Terry Polo qui joue Pam, la petite amie devenue épouse de Greg, la mère de Pam, c'est Blythe Danner. On a Owen Wilson, le meilleur pote de Ben Stiller, qui revient à l'époque, alors qu'il avait vécu une période assez triste de sa vie, une grosse dépression. Et alors, on va quand même citer le personnage féminin le plus important du film, on reviendra sur son écriture, interprété par Jessica Alba, voilà, qui joue Andy Garcia. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? On expliquera après. Il y a Harvey Keitel, qui joue une sorte d'arnaqueur maître de chantier, là. Pourquoi Harvey Keitel ici? On ne sait pas, mais c'est peut-être la première fois depuis Mean Streets que De Niro et Harvey Keitel jouent ensemble. Ou pas. Corrigez-nous en commentaire. On a eu la flemme de vérifier, à vous. On a eu la flemme de vérifier. Et Harvey Keitel, dans ce rôle-là, c'est passionnant. Il y a aussi Dustin Hoffman et Barbara Streisand, bien sûr, qui reviennent, comme dans le 2, dans les rôles des parents de Greg, notre cher Greg Fourniquet. Et on a oublié Laura Dern. Oui, il y a Laura Dern dans le film. Mais pourquoi Laura Dern est là? Et il y a aussi autour de Thomas, notamment. Attends, il y a Thomas Laura... McCarthy aussi. Bah, c'est Thomas McCarthy qui jouait le Dr Bob dans le premier film et qui, oui, entre-temps, est devenu réalisateur notamment d'un film oscarisé, Spotlight. Il revient là. Mais en plus de ça, l'apparition de Laura Dern comme l'apparition d'Harvey Keitel, elles sont aléatoires. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Mais aléatoires, oui, c'est vrai que leurs arcs ne sont pas vraiment terminés. Et on a des acteurs comiques que tu apprécies, il y en a plus que l'autre quand même, qui sont là. Peut-être des potes de Ben Stiller aussi à l'époque. On a Kevin Hart qui joue un infirmier. Et à la fin, un autre infirmier, enfin un ambulancier, nous avons. Et je crois qu'on va faire jouer nos spectateurs et spectatrices. Si j'arrive à retrouver la bonne image, parce que je me mélange les films en ce moment, un caméo final, vraiment dans une des dernières scènes, de cet acteur qui est devenu depuis réalisateur. Voilà, vous avez 2 secondes pour jouer. 1, 2, c'est évidemment, vas-y, je te laisse citer son nom. Ari Aster, non, Jordan Peele. Qui a depuis réalisé Get Out, Us et Nope. On attend son 4e film, mais ça a l'air mal parti. Mais un des meilleurs réalisateurs en activité, selon moi. C'est compliqué pour Jordan Peele, notamment au niveau de la production. Il a quelques échecs en ce moment, malheureusement. Mais bon, comme ça. Et donc, l'histoire ici se déroule 5 ans après le film d'avant. Greg et Pam sont mariés, bien sûr. Et depuis, même s'ils se sont installés ensemble, ils ont des enfants, des jumeaux,
qui ont des caractéristiques particulières, parce qu'il y en a un qui tient plus de son père et l'autre plus de sa mère, donc du grand-père. Vous avez compris que ça va jouer aussi sur cette opposition-là. Et alors qu'ils ont l'air d'être heureux, Greg, on sent qu'il veut faire une petite gentrification, monter un petit peu les échelons de l'échelle sociale. Et ils ont en vue une belle maison qui est en finition, ce qui est compliqué avec le personnage Harvey Keitel. Quelques conférences pour vendre des produits, notamment une sorte de Viagra. D'où le personnage d'Andy Garcia, qui est une représentante de cette marque. Il va y avoir des quiproquos peut-être problématiques entre les deux, parce qu'Andy Garcia, c'est bien une femme, mais il y a le jeu de blague, évidemment, un jeu de mots sur le nom de l'acteur, même si elle a moins de poils. Évidemment, il y a cette blague au début. On rigole, on rigole. Et évidemment, Jack, il est toujours au milieu. Jack, il veut remettre le nez là-dedans pour s'assurer quand même que sa femme est entre de bonnes mains et qu'il n'y a pas de problème d'argent chez les Furniquets. Et surtout, parce qu'il se fait vieux, Jack. Il commence à prendre de l'âge et il a même une petite défaillance quand même cardiaque. Il va se défibriser lui-même parce que c'est quand même un ancien du FBI, le monsieur. Et il pense à son héritage. Qui va prendre sa succession? Peut-être que ce sera Greg. C'est là où on va rentrer dans un lore, évidemment. Et puis, bon, il y a les parents de Greg qui sont là, sans autre là, qui vont être ramenés dans le scénario parce qu'il faut ramener tout le monde. C'est toujours un peu le problème. Comme on ramène le personnage de Owen Wilson, qui s'est visiblement fait larguer. Voilà. C'est triste, tout ça. C'est triste. Et évidemment, Greg, une nouvelle fois, va devoir faire face à son beau-père, qui pourtant, normalement, est bien. Ils sont bien dans le cercle de confiance. Ils pédalent dans la rue Hamster, tout ce que tu veux. Sauf que là, il va y avoir d'autres problèmes de vaudeville et de quiproquos en voiture, voilà, avec évidemment un humour bien rentre dedans, puisque c'est Paul Weitz qui réalise, mais c'est pas lui qui écrit, mais quand même c'est lui qui réalise. Et toi, tu découvres le film sur le tard. Moi, je l'avais vu il y a longtemps et je l'avais mal noté à l'époque. Et toi, première découverte, aux surprises, as-tu aimé ou pas? Alors c'est compliqué parce que effectivement c'est le plus faible des trois. Ça, je pense qu'on sera d'accord, là-dessus. Et effectivement, j'avais déjà vu les deux premiers avant qu'on enregistre. Là, c'était une totale découverte. Je viens de le voir littéralement. En fait, le truc, c'est que c'est clairement le moins bon. Il a des blagues des fois qui sont un peu cringe, notamment autour du personnage de Jessica Alba, on en reparlera. Mais il y a toujours effectivement en fait ces acteurs. Donc je trouve que Robert De Niro et Ben Stiller, leur dynamique marche toujours aussi bien. C'est vraiment toujours super. Et comment dire, en fait, le truc c'est que le film a une vraie dynamique dans les dialogues et dans la manière dont les personnages se renvoient la balle et se renvoient le dialogue. Et en plus dans certaines références cinématographiques qui sont assez marrantes. Il y a beaucoup de refs. On en parlera. Il y en a vraiment au moins 3 qui sont très grosses dans le film et qui sont assez amusantes. Donc pour ça, je trouve que le film reste quand même assez marrant, assez divertissant. Je m'attendais vraiment à une catastrophe. Et c'était très sympa, tu vois. J'ai mis genre 3 sur 5. Donc c'est plutôt sympa, même si c'est très en dessous des deux premiers, quoi. Alors c'est très intéressant parce que moi, c'est vrai que je l'avais vu, j'étais plus du tout dans le mood, je pense en 2012, parce que j'ai pas vu ça au cinéma. Donc forcément, ça m'avait gavé. J'ai gardé des bons souvenirs des deux premiers parce que les deux premiers sont vraiment très bien. D'ailleurs, quand on avait parlé du 2, on s'était rendu compte que finalement, il valait bien le premier. Pas mal de points quand même. Même s'il y avait des choses à redire sur le rythme, un petit peu où ça peut être fourre-tout, rentre-dedans. Bon, là, on est vraiment dans le rentre-dedans, fourre-tout. D'ailleurs, on continue père, mais aussi de sa mère qui expose sa vie, non plus maintenant à table, mais carrément à la télé américaine. Il y a ce jeu là-dessus qui va avoir un écho à la fin sur une autre prestation vidéo sur laquelle nous reviendrons à la fin, parce que c'est quand même pas mal. Mais oui, cette dynamique-là, elle fonctionne mieux au visionnage, en sachant qu'on va en parler ensemble derrière. Donc, forcément, on a nos private jokes là, sur le cercle de confiance, tout ça. Vous voulez me traire et tout. Donc, on est dans on l'assume. On l'est aussi un peu dans le fan service aussi, mais bon, c'est une comédie américaine. Il faut rentrer aussi dans ce délire-là. Et ça passe plutôt bien, malgré évidemment où on sent qu'on veut forcer certaines choses. Comme je disais, la réapparition pas forcément utile de certains acteurs ou enfin certains personnages sous-utilisés. Par exemple, Pam. Bon, elle est là parce que c'est l'épouse de Greg, quoi, grosso modo. Mais on n'en fait pas grand-chose à part avec le personnage Owen Wilson. Mais c'est pas que ça marche pas, ça a déjà été fait avant, on n'y croit pas trop, on y reviendra après. Par contre, évidemment, c'est ça, hein, le nœud sacré du film, c'est la relation entre Ben Stiller et Robert De Niro. On sent qu'ils sont contents de se retrouver, avec l'évolution aussi, c'est-à-dire que
à la fois Greg garde son côté toujours ouvert d'esprit et tout, peu démocrate, on va dire, hein, et le personnage de Jack, Robert De Niro, un peu républicain, ce qui est très amusant parce que quand on sait que dans la vraie vie, Robert De Niro, il n'est pas comme ça. Oui, bah oui. Voilà. Mais il y a cette dynamique-là, on y reviendra d'ailleurs sur la zone spoiler aussi, comment elle évolue, où c'est un peu je t'aime moi non plus, je vous fais confiance mais pas trop, je me méfie, il y a un débat quand même. On se sent plus confiant, ouais, clairement, dans le dynamisme du truc. Je pense que même si c'est 50-50 sur le nombre de punch envoyés l'un vers l'autre, et ça fait plaisir, et ça crée un nouveau truc en plus, et ça permet aussi de le vanner, notamment avec l'arrivée des gamins, et la manière de jouer, je trouve ça plutôt malin. Oui, parce qu'on peut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas trop de spoil, mais après on développera un peu plus tard. Les gamins qui ont hérité de façon différente. Alors, peut-être que le film, on y reviendra, joue trop en forçant sur comment on veut représenter des enfants au cinéma, mais c'est une comédie, bien sûr, donc il faut toujours prendre un peu de distance et de recul. C'est quand même par le réalisateur des American Pie, on sait ce qu'il a fait avec des adolescents à l'époque, donc pourquoi pas, hein, on peut toujours essayer d'imaginer. Mais dans cette idée aussi, il y a quelque chose d'assez touchant, même si le film ne veut pas trop jouer là-dessus, c'est le déclin du personnage de Jack, qui commence, oui, à vieillir. Alors, quand on sait qu'il va y avoir une suite 16 ans après, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Hein. Mais l'idée, voilà, de voir notre cher grand Manitou de la famille Burns se poser cette question littéralement face à son arbre généalogique. Magnifique arbre généalogique d'ailleurs. Vous pouvez reconnaître des personnages du premier film, voire du deuxième. Et on faisait cette réflexion déjà un peu en off, enfin pas vraiment en off, on reviendra sur ça à la fin, vous allez comprendre. Il y a le personnage quand même de Titi Jack qu'on voit dans le deuxième film, qui a grandi, qui devient un peu ado. Mais c'est lui en fait l'héritier. Dans l'histoire, tout simplement, pourquoi ce n'est plus Dr Bob, qui était quand même le beau-fils préféré de Jack, il faut l'avouer, c'est parce que celui-ci a largué Debbie, donc la sœur de Pam, et que maintenant le seul vraiment homme potentiel qui pourrait prendre la suite, c'est Gaylord Fokker, donc, ou Greg Furniquet en version française. Ben, c'est vrai que Titi Jack, en fait, il est trop petit pour prendre la suite, on est d'accord. Oui, c'est Mais bon, on voit qu'il y a des ficelles scénaristiques pour que ce soit forcément Greg qui prenne la suite. Bah, peut-être qu'il y a des dommages par rapport à ce qui lui est arrivé dans le 2, tu vois, on ne sait pas encore. Ah oui, c'est vrai que Titi Jack, il a découvert la vie devant Scarface. En même temps, là, il y a un autre enfant qui va découvrir la vie autrement, sinon un peu plus âgé que Titi Jack dans le premier film. Mais quand même, bon, c'est vrai que les enfants ne sont pas épargnés dans cette saga, quand on y pense. Et voilà, la famille de Jack, vous voyez, les armoiries autour, une vieille famille britannique, galloise peut-être, ça colle vraiment avec le personnage qui se sent pris d'un destin, voilà, de réussite. Hein. C'est ça, Jack Burns. Il faut que ce soit la réussite par la méritocratie. Et ce qui est très amusant, parce qu'on là, il n'y a pas ça en photo, mais on voit aussi les photos, les images, les peintures des ancêtres, où on voit la gueule de De Niro littéralement copier-coller sur des trucs à la Abraham Lincoln et tout ça. Ah oui, non, c'est assez fort aussi. Hein. L'intro de trucs comme ça, c'est vraiment les trucs tout cons, mais qui marchent quand même à chaque fois. Ça, c'est assez efficace. Je veux dire, j'aurais presque dû pousser le délire. Ça, il l'aurait fait dans d'autres films. Mais on voit sur un personnage féminin avec la gueule de De Niro. Oh là là. Ça a déjà été fait dans d'autres films. Ça. Et du coup, il va y avoir cette relation où les deux vont avoir ce destin un petit peu à l'héritage familial. Peut-être qu'on va garder ça encore pour la zone spoiler, mais c'est là où il y a la musique qui va participer à cela et on va avoir des références cinématographiques, bien sûr. Quand vous pensez héritage et vous pensez à Robert De Niro, vous voyez peut-être l'idée. Mais sinon, sur d'autres histoires un peu humoristiques du film, est-ce que selon toi, le film se tient de A à Z sur une cohérence comique et tout, ou parfois il y a quand même pas de temps? Je pense notamment aux enfants. Selon toi? Oui et non, parce qu'en fait, les enfants rajoutent une vraie dynamique que tu avais déjà un petit peu dans le deuxième et qui marchait bien. Cependant, en fait, le truc, c'est que l'arc des enfants est intéressant. Il y a des choses qui sont intéressantes dans la manière aussi dont ils sont construits, où le personnage de De Niro va dire ah, celui-là me ressemble, celle-là me ressemble et celui-là non, parce qu'il y a toute cette art, justement, une espèce de lycée, ou enfin, de lycée, non, même pas, hein, s'ils sont trop jeunes, une école maternelle, hein, je pense littéralement, pour enfants génies ou autres. Et effectivement, il y a cette opposition en fait entre la fille qui est censée être brillante et une génie, et le fils
qui est peut-être un petit peu en retard sur l'affiche, je sais pas. Enfin, je sais pas vraiment comment le dire. Il voit pas les choses. Il voit pas les choses avec la finesse absolue, mais il n'est pas non plus. Après, le film là-dessus, c'est vrai, ça peut être maladroit parce que des parents qui ont des enfants qui peuvent peut-être entre guillemets être en retard ou non pourraient mal prendre le truc. Mais le film ne va pas non plus. Enfin, il a quand même une empathie. En fait, le gamin, le fils, il a une vraie empathie, limite un peu artistique d'ailleurs. Oui. Il s'occupe d'un lézard, il aime les animaux. C'est positif quand même. Et il n'a pas l'intelligence très maniaque et machiavélique ou presque que la fille commence à avoir. D'ailleurs, la fille commence même à plus vouloir parler à son père. Il y a une opposition quand même. Elle est presque ado avant. Le truc, c'est qu'effectivement, cet arc-là n'a pas trop de fin. En fait, tu sais pas trop où il va. Non. On reverra pas d'ailleurs le personnage de Laura Dern après cette scène-là. C'est très étrange. Pareil pour le personnage d'Harvey Keitel, on sait pas trop où il va. C'est assez étrange. Oui. Il y a des arcs qui sont intéressants, qui sont pas mal, mais qui sont pas assez poussés. Mais parce que c'est l'archétype même de personnages qui sont là, fonction secondaire, pour faire fonctionner des gags. Et pour que la pilule passe mieux et marche mieux ici, ils ont demandé à des grandes actrices et grands acteurs de venir. Tu vois. Je pense que c'est l'idée. Tu aurais fait les mêmes scènes avec le même film, avec des acteurs lambda. Oula, on aurait soufflé. Hein. C'est juste, en fait, je pense que le film est un peu victime de son star power. C'est ça. C'est ça. Mais là, bon, cette scène, bon, ça fait un petit peu la gourou d'une secte. D'ailleurs, Laura Dern, on peut quand même saluer le budget coiffure qui a été alloué pour le film, parce que là, il y a toute une choucroute sur la tête. Mais pour cette scène, elle est ridicule. Est-ce qu'ils font vraiment ces tests-là? Il ne faut pas être idiot, quoi. C'est pas un test de lecture, non. On voit bien que c'est la même lettre. Bon, c'est là où tu as un truc un peu gênant, quand même, d'une certaine manière. On voit le fils qui fait il serait même pas capable de lire la lettre E. Bon, tu vois ce que je veux dire. C'était peut-être pas la peine. Mais comme le film, il va pousser loin les gags, ça peut aller un petit peu sur franchir une frontière du borderline. Et encore, c'est pas la pire à ce niveau-là. Il y a autre chose plus tard où le borderline va être allègrement franchi. Et pour en revenir à Harvey Keitel, il sert à rien, mais il cristallise aussi l'opposition de point de vue du personnage donc de Greg que vous voyez à droite et du personnage de Jack Burns derrière. Greg en mode très naïf qui veut croire en l'humain, qui veut croire que les gens sont pleins de bonnes intentions et font bien leur boulot. Et Jack, tu sais, en mode il se méfie de tout et tout. Bon là, il s'avère que Jack a raison. Le personnage Harvey Keitel est vraisemblablement un escroc qui n'arrive pas à finir la piscine et tout pour l'anniversaire des jumeaux. Et là, bon bah, on voit, c'est une scène qui est intéressante parce qu'elle montre l'opposition entre le beau-fils et son père, et son beau-père, quoi. En soi, la mise en scène est assez factuelle parce qu'elle gère bien la comédie et le rythme comique, mais il y a aussi des moments où on pense bien la position des personnages, sur comment d'ailleurs ils pensent les choses différemment. Et cette scène-là, elle sert peut-être à rien, le personnage Harvey Keitel, peut-être qu'il sert à rien, mais en fait, il permet de catalyser encore plus cette opposition qui est toujours là malgré tout, même s'ils s'apprécient beaucoup, Jack et Greg. Oui, et puis c'est aussi, je pense, pour faire un espèce de duo entre le personnage de Robert De Niro et de Harvey Keitel, parce que c'est vrai qu'on en parlait en off, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas revus à deux aussi. Hein. Bah, j'avoue, on aurait pu vérifier, mais est-ce que Harvey Keitel a retrouvé, alors c'est possible parce qu'on sait qu'ils ont eu quand même des rôles dans des films un peu plus secondaires dans leur carrière, ils ont peut-être à un moment retrouvé la réplique. Là, je cherche en direct dans Copland. Ah oui. Et oui, bah oui, c'est vrai. Et oui, c'est un des meilleurs films de James Mangold. Et ça, en plus, c'est un des meilleurs films de James Mangold et un des meilleurs rôles de Stallone aussi, d'ailleurs. Hein, oui, c'est vrai. Donc Stallone, d'ailleurs, qui est maintenant très opposé politiquement à Robert De Niro. Ouais. Là, vous voyez, on fait le cercle, là. C'est pas le cercle de confiance, c'est presque plutôt le circus of trust. Voilà. D'ailleurs, pareil pour le personnage du Dr Bob. Qu'est-ce qu'il vient faire là, machin? Eh ben, en soi, il est là pour le fan service, oui, mais aussi pour rappeler certaines répliques cultes du premier, le fameux donc cercle de confiance qui se transforme en cirque de confiance. Il n'a pas tort, le Dr Bob. Alors, certes, il a trompé son épouse et tout, c'est pas bien, mais il a eu cette pression, ce qui prouve que Jack, en faisant ça, il peut précipiter aussi la perte du couple, peut-être de sa fille. Et peut-être que le film ne remet pas assez en question, d'ailleurs, le fait que Jack puisse être aussi indirectement coupable en mettant trop la pression à ses gendres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, clairement. Clairement. Et le truc, c'est que
Sur ça, en fait, le fait est que le film l'avait déjà un peu fait dans la deuxième partie avec le Truth Serum, etc., dans le deuxième opus. C'est vrai. Maintenant, franchement, le truc qui m'intéresse le plus dans le film, c'est l'opposition entre Ben Stiller et Robert De Niro, clairement, comme dans les autres films. Mais là où ça va être illustré par des scènes de cinéma, disons, Ah. on va avoir toute une partie quand même, je crois qu'on en parlait, qui rend un peu hommage, moi je ne l'ai pas vu, mais à French Connection, Oui. aussi, avec Oui. toute une histoire de tromperie qui pour le coup marche vraiment bien. Je trouve que même dans le découpage de la scène marche vraiment bien. Scène de métro. Et après, on va avoir Ah, une deuxième scène, je pense, qui est la meilleure scène du film, la scène de la piscine à balles avec les dents de ma mère. Et ça qui est vraiment, ça, pour le coup, cette scène-là est vraiment bien réussie, que ce soit en termes de découpage, même elle marche vraiment bien, et en termes de rythmique. Et tu sens que les deux sont vraiment à fond et que les deux s'éclatent. En fait, si les comédiens n'étaient pas à fond dans ce film-là, le film serait horrible. Vision c'était étonnante. Bon, en plus, bon, ça tourne le ridicule du truc en mode oui, il est habillé en détective, Robert De Niro, juste pour aller chercher une bouteille de lait bio à 10 stations. Oui, bah oui. Genre, dans la ville, il n'y aurait pas eu plus proche des épiceries bio. Je ne sais plus où ça se rend. Bah bon. Ah, Non. oui. Ah, tiens, Ça se passe à Chicago, je pense. On parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu un film au moment où on tourne de Catherine Bigelow. Chicago est menacé d'un missile nucléaire qui est sorti sur des films. Puis en ce moment, Chicago, si vous suivez l'actualité. Ah oui, oh là là, oui, c'est vrai qu'avec hey, you know, I'm gonna send all the troops down there. Comme il a voulu faire à Washington, au passage, dès qu'il y a une ville un peu démocrate, dès qu'il y a une ville un peu démocrate, il faut balancer la. Bon, bref, on a compris. Mais oui, pour revenir à cette scène de métro, oui, à un moment, quand Greg fait ça, on voit qu'il prend le dessus sur cette scène, il prend le dessus sur son beau-père. Il arrive à le retrouver, il voit très vite, il n'a même pas besoin de détecteur de mensonge, il connaît son beau-père et il sait qu'il lui ment. Donc, hop, vous sortez à cette station et l'épicerie bio. Ah oui, c'est vrai. Le personnage de Jim Hackman qui court après le gangster là, dans le métro où il se fait avoir comme un bleu, un peu pareil, peut-être à vérifier. Mais bon, on va rentrer dans la zone spoiler, on va se faire plaisir. Vraiment, en fait, il n'y aurait même pas de zone spoiler à faire, mais quand même, et la zone spoiler, on va commencer directement avec ça. Et ça, alors, c'est toi qui vas prendre la suite. Et évidemment, avec la musique du parrain. Qu'est-ce que Jack veut? Il veut que Greg devienne le Godfucker. Et ça, avoue que je suis sûr que tu étais mort de rire. C'est une scène qui marche vraiment bien. En plus, la scène juste avant avec Ben Stiller qui essaye, on en parlait d'ailleurs, tu peux même lier ça à une espèce de déconstruction du père de famille qui veut gérer la maison, etc. Quand Ben Stiller arrive justement après avoir eu l'appel avec De Niro, il essaie de faire le parrain et tout. Ça marche vraiment bien. Et encore une fois, ça marche vraiment sur le dialogue entre les deux et les échanges. Tu sens vraiment qu'il y a de l'alchimie entre ces deux-là. Et pour le coup, c'est une des meilleures scènes du film aussi. Enfin, tous les hommages cinématographiques, justement, sont vraiment hilarants dans le film, et notamment grâce à eux deux. Il y a cette scène où il joue le jeu à fond, Greg, et c'est là où on se pose la question. Il y a une limite entre soit il est complètement obnubilé par le rôle, soit il prend ça avec la dérision en surjouant le truc pour montrer à son beau-père que c'est un peu ridicule votre histoire de Godfucker quand même. Je pense que c'est plus vers ça. Parce que comme dans le film, oui. on voit quand même que Greg a le dessus et qu'il a parfaitement cerné son beau-père. Il rentre dans son jeu à fond pour lui montrer que c'est complètement ridicule cette histoire. Vous serez le Godfucker, quoi. Et le film s'amuse en fait de la bêtise du patriarche là, qui est complètement carré dans son délire. Il est très tourné en dérision, le personnage de Robert De Niro dans le film. Et aussi avec les écrans avec Google, où voilà, il appelle quelqu'un en mode le code, je veux avoir des références. Ce qui renvoie à la scène de Leonardo DiCaprio dans Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson cette année. Il n'a plus les codes. Il est déjà hors jeu depuis longtemps. Et du coup, le mec, il dit non, mais vous allez sur Google, vous trouverez tout sur Google. Oui, et puis en plus, c'est une scène qu'on a dans chaque opus, quoi. Donc c'est assez marrant le parallèle qu'on crée avec la scène, quoi. Puis j'aime bien le personnage de Jacques qui dit ah, c'est quand même pas mal Google là. Oui, bah oui. Mais bon, on parlera de la scène post-crédit en plus à la fin, quoi. Il y a ça, et puis donc oui, là, le baiser, c'est presque le baiser de la mort, ou le baiser de. Je me méfie de votre jeu, Jack. Je vais me méfier. Mais malheureusement, problème quand même,
c'est le personnage, donc, d'Andy Garcia. Il faut quand même en parler. Hein. D'ailleurs, au passage, je vais enlever la petite bannière. Voilà. Infirmier Fokker, je m'appelle Andy Garcia, avec une blague qu'elle fait semblant de ne pas comprendre. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire sur ce personnage? Il est là pour le scénario, il est là pour l'écriture. Ça fait un petit peu relance sexiste quand même. Bah, en fait, ça fait vraiment film American Pie, en fait, la manière de le construire, quoi. Et le problème, c'est qu'en plus, elle est beaucoup plus jeune que lui. Bon, ça, c'est une chose aussi. Hein. Leonardo DiCaprio aurait accepté le rôle, par exemple. Bref, on va pas dire ça ici. Mais l'idée qu'elle est complètement obnubilée par le gars, qu'elle va tout faire pour coucher avec lui en prenant son truc de Viagra. En plus, c'est complètement débile. Elle va prendre de l'alcool avec les pilules qui sont faites pour les hommes, là. Pour une représentante en médicaments, elle n'a pas peur des risques, elle. Hein. Bah ouais, effectivement, c'est un personnage qui est un peu compliqué, disons, en fait, la manière dont il est traité, il fait vraiment très personnage cliché, et surtout, je trouve qu'on dirait pas un personnage qui fait partie de cette saga. En fait, il fait un peu hors saga, je sais pas, tu vois, il est un peu rajouté au forceps, et je trouve qu'il rentre vraiment pas dans l'humour de la saga. T'as l'impression que c'est un truc nouveau ajouté, et j'ai rien contre les trucs nouveaux, mais là, c'est un personnage qui fait un peu, je sais pas, qui fait un peu trop en dehors, en fait, de cette saga-là. C'est un petit peu, même si c'est différent du coup, parce qu'elle faisait plus partie quand même de l'ambiance, on va dire, de la saga, un petit peu à l'image de l'ex-babysitter nounou de Greg dans le 2. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, 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 Et effectivement. du coup, c'est un peu le même arc en mode, ah, il aurait des relations, alors là, c'est pas une histoire de fils, c'est juste une histoire de tromperie. Et le problème, c'est que Greg, qui a vraiment pas de chance, lui, il se fait avoir, quoi. Et tout le destin tombe contre lui avec le truc de Viagra. Il pense que Jack pense que Greg n'est plus capable d'avoir des érections envers Pam, machin, et tout, qu'il va voir ailleurs. Et en effet, sur le principal, on pourrait le croire. Et malheureusement, après, il va être un peu pris la main dans le sac malgré lui, quoi. Mais au final, Greg est la victime d'une femme qui est présentée comme une nympho. Donc, bof, bof, quoi. Bof, bof dans l'écriture. Et ça, c'est la limite. C'est que forcément, comme on a iconisé des héros masculins, hein, forcément, hein, le beau-père et son beau-fils, ça peut être la limite et le problème. Donc, et c'est la vraie limite du film. Parce qu'en plus, au final, ce personnage, on n'en retient pas grand-chose derrière. Bah, c'est ça, ouais, c'est que c'est un personnage qui apporte rien, et encore une fois, comme je disais, qui a pas l'air d'être dans le bon univers, en fait, de Saga, quoi. C'est très étrange. Et puis bon, après, évidemment, il y a aussi les trucs un petit peu rajoutés, comme le personnage d'Owen Wilson. Bon, il y a quand même cette scène qui est très cringe, mais bon, ça fait partie du personnage de Jack, où il veut corriger le destin de Pam. Il voit que Greg va tenir tête, il va se barrer. Une scène qui est très proche aussi. Voilà, à chaque fois, il s'en va, il est rejeté, et puis après, il va revenir. On avait ça dans les deux d'avant. Il est rejeté du cercle avant d'y revenir. Mais là, tu as quand même Jack qui dit ah, mais peut-être que Pam, tu pourrais divorcer avec Greg. Il le dit presque indirectement, mais et te remettre Oui, bah oui, oui. avec Kevin, hein, vu qu'il s'est fait larguer, que vous vous êtes fait pour être ensemble. Bon. Et pour le coup, là où les personnages de Laura Dern et de Harvey Keitel font un peu trop, même s'ils me font marrer, le personnage de Owen Wilson, lui, je trouve que Owen Wilson est toujours aussi drôle. Il arrive vraiment bien à jouer, en fait, sur son rythme comique, sur son rapport à Ben Stiller. Tu sens que les deux sont vraiment potes, et que Ben Stiller aime vraiment, en fait, Owen Wilson dans ses dialogues et dans les punchs qu'il s'envoie. Et je trouve que Owen Wilson arrive justement à maîtriser l'espèce de concept de malaise, en fait, dans le comique. Et c'est sa grande force, et je trouve que c'est un des meilleurs personnages de la franchise, quoi. Si on appelle Et ça puis une on le franchise. voit, parfois il est un peu triste quand même, et ça se sent qu'il a vécu des choses difficiles. Donc son personnage aussi a ce côté pas déprimé, mais un peu voilà. Puis c'est un personnage assez amusant, Kevin, parce que on l'a vu en fou de Jésus. Là, il a l'air plutôt en mode zen, on sait pas trop. Il se cherche. Hein. C'est un personnage qui ne cesse de se chercher dans cette saga. C'est un peu drôle. Et c'est vrai que c'est un peu à l'histoire aussi de Owen Wilson, l'acteur, hein, l'humain, qui a eu il a une belle carrière, Owen Wilson, hein. Et pas que dans des comédies d'ailleurs, hein. Et qui a eu ses moments de passage à vide aussi. Voilà. J'espère qu'il va mieux. Donc là, visiblement, il sera dans le 4, donc c'est bien. Et évidemment, bon, là, on a la scène la plus osée du film.
On ne peut pas passer outre cette scène. La scène de la seringue dans le pénis à papy, hein, grosso modo, c'est ça. Parce qu'on le disait tout à l'heure, Jack a des problèmes cardiaques. À un moment, alors il ne s'est pas très lui-même, il s'est défibrilisé. Il est à 2 doigts de faire la blague par rapport à ce que vous avez vu dans les films d'avant. Jack, j'ai des seins, vous pouvez me traire. Bon, là, voilà. Et il a pris, pour faire un petit jeu sexuel avec sa femme, pour relancer le couple, il a pris donc la substance, je ne sais plus trop quoi, là, que Greg avait dans son sac, et il en a trop pris, ou on ne sait pas, et là, il est en danger de mort, parce qu'une érection de plus de 4 heures, ça peut créer des dommages irréversibles jusqu'au cœur. Donc, qu'est-ce que fait Greg en bon infirmier? Lui, il lui met une injection d'adrénaline et il lui sauve la vie. Malheureusement, tu as le jeune fils de Greg qui rentre au mauvais moment. Alors, ça, c'est une scène typiquement American Pie. On n'est plus dans la tarte aux pommes, là, et tout. On est dans un autre truc, un peu pipi caca popo, cucu. Mais du point de vue d'un gosse, bon, on est d'accord, c'est l'humour sale gosse rentre dedans, quoi, là. C'est ça, ouais, effectivement. Après, moi, c'est pas forcément la blague là qui est drôle, mais c'est quand il explique au gamin, parce que ça lui permet justement de renvoyer les trucs sur De Niro en disant parce qu'il est très âgé, etc. Enfin, c'est assez marrant. Maintenant, c'est pas la meilleure blague de toute la saga, mais je trouve que c'est pas celle qui m'a le plus gêné. Je trouve qu'il y a quand même certains échanges, en fait. C'est les échanges entre personnages qui sont vraiment drôles dans ces situations-là, quoi. Oui, puis il y a une tentative de pédagogie douce derrière, finalement, ça passe. Et puis ça fonctionne bien, l'excuse du papy est âgé, je l'ai aidé. Pourquoi pas, hein? Et après tout, papa, il est infirmier. Donc finalement, ça peut marcher. Alors il y a quand même Jack qui dit bon, il y aura peut-être des traumatismes, hein. Ah Et oui, oui. on verra bien dans le 4 dans quel état est le fils. J'espère qu'il n'y aura pas de maladresse trop dans l'écriture à ce niveau-là. Bon, évidemment, la meilleure scène du film, là je crois qu'on va être d'accord, hein, c'est Oui. bien sûr la piscine à boules. Alors, tout ce délire, c'est l'anniversaire des jumeaux qu'on va fêter chez Kevin, qui a quand même ce côté, il est très riche, hein, Kevin, puisque la maison elle n'est pas prête à cause d'Harvey Keitel, là. Et alors, Kevin, comme d'habitude, dans le surplus du tout, il organise un truc de malade. Il fait un cirque à la maison. C'est le cirque de confiance. On y est. Il joue une sorte d'acrobate à un moment qui va se casser la gueule. Oh là Et là, oui. il y a la scène Les Dents de la Mer. Et c'est vrai que la mise en scène, alors il y a la musique. On peut saluer Steven Trask, hein, le compositeur qui, bon là, il reprend la musique de Jaws. Hein, il y a pas de. Mais avant, pour la scène du parrain, il recompose un petit peu le thème du parrain à sa sauce pour le Godfucker. C'est plutôt bien joué. Et là, il y a la mise en scène où on voit plans zénithal, hein, où d'ailleurs c'est complètement incohérent dans le montage, hein, où on voit Jack qui est un peu partout à la fois, la menace tel le requin, et il va sortir de là. C'est bien pensé. Et c'est vrai que c'est la seule scène dont je me souvenais après le premier visionnage. Je te l'avais dit l'année dernière. Là, Oui, c'est vrai. Ouais. Piscine à boules. Elle est bien gérée dans le montage et dans l'intention aussi, dans l'intention physique. Et même la manière dont il crie, où il dit sortez de l'eau, enfin sortez de la piscine, etc. Avec De Niro, tu vois le truc en train de nager comme ça, pour le coup, ça marche vraiment bien dans le rythme et dans l'échange entre les deux personnages. Et scène physique. Là, ils se sont donnés à fond. Robert De Niro, je crois qu'on l'a plus vu dans une scène autant physique depuis, hein, au cinéma. Peut-être, ouais, c'est vrai que c'est sûrement. Parce qu'après, il se tape, il se reroule dans l'herbe et tout. C'est vrai que c'est assez physique, effectivement. Donc ça, c'est vrai que c'est la meilleure scène du film. On voit d'ailleurs qu'il y a la complicité de Niro Ben Stiller pour accepter de tourner une scène comme ça. Je ne sais pas combien il y a eu de prises. J'espère qu'il n'y en a pas eu trop parce que. Ah ouais, Mais derrière, du coup, Greg va re-sauver la vie de son beau-père. Voilà. Avec la scène où Jordan Peele débarque. D'ailleurs, bon, ça c'est très con. C'est ce genre de connerie qui me fait rire. Et à un moment, parce qu'il est à l'agonie, le beau-père, et il appelle Greg en mode Fucker, fucker. Et les ambulanciers croient qu'ils ah sont oui, oui. Monsieur, on essaye de Oui, vous oui, oui, aider. c'est vrai que c'est une scène qui est marrante, ça, pour le coup. C'est là où il y a Jordan Peele qui a une réplique. Hein. C'est peut-être le premier film dans sa carrière où il a une réplique. Enfin, voilà, parce qu'il n'avait même pas fait encore son duo Key Peele à l'époque. Donc, Ouais, c'est possible, ouais, effectivement. Et il y a ça, et bon, ben, ça y est. Et alors, c'est là où il y a le jeu. On le sent. C'est un jeu de chat et de la souris perpétuelle. C'est un peu l'impression. T'as un peu l'impression que Jack Burns, il a besoin de se créer ce faux conflit avec Greg, parce qu'il lui dit, bah, depuis le début, j'ai confiance en vous. Et c'est vrai qu'il a rejoué ce jeu. On a l'impression que pour continuer à exister, à être le patriarche conservateur, c'est presque triste dans un sens où tu as l'impression que Jack Burns, il se voit vieillir, il se voit sur la fin, il veut continuer à avoir de l'importance, en fait. Il peut avoir de l'importance qu'en étant le chieur.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, ouais. Et même la manière de le développer, en fait, et le truc, tu sens que. Je suis curieux de savoir où on va aller par la suite, parce que Ouais. il y a effectivement une construction où on sent quand même le personnage de Jack a assez évolué. Et ouais, faut voir en fait comment ça évolue, parce que ça peut marquer une sorte de fin, en fait, la manière dont le personnage de Jack finit ici. Mais on parlera de la fin juste après. Mais c'est vrai que c'est intéressant la manière dont il évolue, quoi. Après la fin, c'est là pour justifier. Oui, on n'en a même pas parlé. Du coup, les parents Fockers. Bon, il y a une tentative de storyline où ils se seraient brouillés, où Dustin Hoffman se serait barré en Espagne pour draguer de la jeune espagnole en faisant du flamenco. Bon, personnage un peu mascu toxique à l'ancienne, qui colle bien un peu avec Dustin Hoffman dans la vraie vie, je crois, il a été un peu borderline aussi sur certains trucs. Bon, pourquoi pas. Le personnage de Barbara Streisand qui continue à être sexologue à la télé. On ne sait pas d'où elle a eu ce succès d'un coup. Peut-être qu'avec cette technique du film numéro 2, Oh là là. voilà, pourquoi pas. Hein. Mais bon, à la fin, il faut qu'ils soient tous ensemble avec évidemment double comédie, dans le sens où ils vont tous aménager près de Greg et Pam, mais ils sont pas contents. Ils veulent pas avoir leurs Ah oui, parents. oui, oui. Et puis que donc les parents de Greg auraient trouvé un 32e, je sais pas quoi, de sang juif dans la famille Burns. Oh là là. Et Jack, il est là en mode, je suis pas sûr de l'information, mais merci quand même. Hein. Ah oui, je doute de la véracité du truc ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Ah oui, côté vieille Amérique quand même. Hein. C'est un pur wasp. Jack Burns, du sang juif. Bah, tu vois quand même. Hein. C'est là où on rigole aussi sur les poncifs de cette Amérique conservatrice, sans faire du personnage de Jack non plus de quelqu'un d'ultra détestable, il faut pas déconner, mais avec des relents de l'ancien temps, si tu vois ce que je veux dire quand même. Oui, bah oui, clairement. Mais bon, comme au début, là, parmi les ancêtres, on a l'impression qu'il y a une sorte d'Abraham Lincoln avec sa tête. Il a peut-être quand même été pas trop négatif dans l'histoire de l'Amérique avant, avec ses ancêtres, on va dire ça gentiment. Et puis, il y a... Et puis je me suis trompé, t'es toujours là, rassure-toi. Et puis, il y a Ouais, cette toujours. fin quasi post-générique où on reprend un peu les délires. C'est pas vidéosurveillance cette fois-ci, des films d'avant, mais en mode Jack a découvert Google. Et comme Jack a découvert Google, il va découvrir YouTube aussi. Et qu'est-ce qu'il va trouver sur YouTube? Alors ça, c'est génial. Pendant les conférences où Greg vendait son truc là de Viagra, bah, il faisait comme sa mère, où sa mère dévoile sa vie à tout le monde. Lui, il dévoile les anecdotes de son beau-père. Et là, on a le moment, on va le dire ouvertement, fan service de cette déclaration-là Avec où on toutes a. les refs et tous les trucs. Et je t'en parlais d'ailleurs en off, c'est que le réalisateur du premier, du coup, j'ai oublié son nom, mais je sais pas si tu t'en Jay rappelles. Roach. Voilà, Jay Roach, qui a réalisé, alors toi t'as pas aimé, moi oui, La Guerre des Roses version 2025 qu'on a pu voir. Il y a la même scène avec Benedict Cumberbatch dedans, du coup, qui est avec un espèce de remix et un truc. Mais là ici, effectivement, on est plus sur un truc fan service hommage, il y a tout quoi. Il y a la chanson pour le chat, j'ai des nipples, est-ce que tu peux me traire? Il y a vraiment toutes les blagues du premier et même du deuxième presque qui sont dedans. C'est assez drôle pour le coup. Quand tu es fan de la saga comme nous, c'est assez drôle, vraiment. Avec la guigne, hein, évidemment. Euh, Décidément, je me trompe dans mes fenêtres. J'ai trop de fenêtres. Voilà. Donc c'est ça que je voulais faire. Voilà. Avec la guigne, évidemment, qui n'aime pas Greg. Hein. T'as vu, Ah le oui, oui. Godfucker. C'est le Godfucker, puis t'as la guigne, il fait. Et là, c'est là où on se rend compte que c'est le même chat que dans le parrain, quand même. Ah oui, bah oui. Je crois que c'est le même chat. Hein. Donc tout est remis en place, mais faut pas oublier qu'à la fin, c'est le Greg Fucker, c'est pas le Godfucker. Jack, il Ah, dit c'est You are le the Greg. Greg, Ok, oui, oui. mais quand même. Mais bon, une fois qu'il est avec la guigne en off, c'est quand même the Godfucker. Bon. Mais c'est intéressant parce que Jack, il a toujours ce côté, oui, comme tu le dis, control freak, et là, il découvre des trucs, mais on se souvient, je ne sais plus laquelle de scène post-générique, je crois que c'est le premier, il y a un respect, il respecte Greg dans l'idée qu'il est capable de lui tenir tête, même si c'est pas en face. Là, il le voit et il est presque content de voir Greg dire de voir Greg lui rentrer dedans, même si c'est pas en face. Je sais pas, tu vois, il y a un Oui, petit oui, oui, rictus. effectivement, ça le fait marrer, quoi. Il a vraiment un truc, mais presque de passage de flambeau, quoi, dans le bully, quoi. Ah ouais, mais c'est ça. Enfin bon, on ferme la zone spoiler. C'est une belle relation. C'est une relation que peut-être pas mal de gens ont
de gendre à beau-père, ça peut arriver, je sais pas s'il y a des gens qui qui se retrouvent là-dedans. Peut-être toi plus tard tu verras, tu verras le beau-père que tu vois, ça serait drôle. Aïe, aïe, aïe. Non, mais bon, on remarque maintenant, de nos jours, je trouve que les relations se détendent entre belle famille et famille, quoi. Enfin, Oui, je c'est pense que plus oui, à oui. l'ancienne, là. Mais bon, oui, deux Amériques qui s'affrontent, ça c'est ce qu'on avait dit dans les deux d'avant. Bon, c'était encore plus fort dans le 2 avec les parents hyper hippies de Greg. Mais c'est intéressant parce que, bon, là, c'est peut-être moins puissant dans la profondeur de l'opposition des deux Amériques quand même, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que on déleste un petit peu cela, même s'il y a cette envie de Greg de monter les échelons de la société quand même. On voit qu'il commence à être tenté. Et c'est là où j'en arrive à cette conclusion sur le 4. Parce que un Fucker-in-Law est prévu l'année prochaine, fin novembre, 26 novembre, je crois. Voilà. Alors, on verra hein, comment on en parlera. Peut-être qu'on en parlera sur la 7e illusion, peut-être pour boucler là-dessus. Mais on peut toujours imaginer quel scénario. Il y aura Ariana Grande dedans. Fucker-in-Law, ça veut dire qu'il y a un des deux enfants qui va se marier et que c'est Ben. Est-ce que Ben Stiller, donc Greg, va devenir son beau-père? C'est ça la vraie question. Selon toi. Un peu. Un peu le vieux con. Est-ce que, donc, à ton avis, il va y avoir un retournement de rôle? C'est-à-dire que. Est-ce que ça va pas être Jack qui Bah, va essayer de détendre Greg en mode voyons, forniquer. Voilà. ça va être intéressant parce qu'on sait qu'il y a Ariana Grande du coup dans un des rôles et peut-être principal parce que c'est vrai que le teaser qu'on a vu là avec les noms se termine en mode et Ariana Grande. Donc il faut attendre de voir. Mais effectivement, est-ce qu'on va pas avoir une opposition d'Ariana Grande contre Ben Stiller? Je pensais pas dire cette phrase un jour, mais voilà. Ou alors, on va justement avoir les deux. Est-ce que Robert De Niro va être très présent dans le film aussi? Tu vois, ça va être quelque chose d'intéressant. Owen Wilson, on sait qu'il sera aussi de retour au casting. Donc j'attends de voir, ça peut être intéressant. Il n'y aura pas Dustin Hoffman et Barbara Streisand, je pense. Non. Mais, Ou alors il fera un vague mais caméo, sinon, ça un m'intéresse quand caméo même. FaceTime. Un petit caméo FaceTime, mais bon, à peine. Par contre, il y a plein de théories où on pourrait rentrer dans une sorte de comédie dramatique vraiment, où Greg pourrait avoir divorcé de Pam et qu'elle se serait mise avec Kevin. Alors ça serait dark, hein. Mais pourquoi pas, après tout. Ou alors un C'est truc possible. Ouais. bien entre-dedans pour gérer, voir à quel point Greg peut être progressiste ou pas. C'est que Ariana Grande, donc la belle-fille, soit avec la fille et pas le fils. Et pouvoir jouer sur ça. Ça serait intéressant aussi. Et qui réagirait le mieux entre Greg ou Jack? Bonne question. Peut-être que Ça, c'est les deux compliqué. seraient presque ensemble en mode on ne sait pas trop comment gérer la situation. Bon, il ne faut pas que ça parte sur un truc trop graveleux quand même. Moi, si j'étais scénariste, j'oserais peut-être pas m'embarquer là-dedans par rapport au personnage de Jack quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il ne faudrait pas Oui, je vois ce désacraliser que tu veux dire. négativement le personnage de Jack Burns. Mais bon, à voir, parce que c'est pas facile de scénariser un 4e volet qui n'était pas du tout prévu à la base. Hein. Voilà. Mais c'est le scénariste qui réalisera. Voilà, celui qui a réalisé Polly et moi. Donc, on va peut-être rattraper Et Polly et moi. qui a écrit, du coup, ouais, effectivement, tous les Mon beau-père et moi, et les Zoolander aussi. Oui, oui, oui. Ah bah, de toute façon, voilà, c'est pour ça que quand on dit que Ben Stiller n'est pas dans l'écriture et tout, il doit avoir son petit regard avec son pote. Oui, je Enfin, pense qu'il est quand même assez investi dedans quand même, à mon avis, c'est pas tout, quoi. mais c'est vrai que ça aurait pu être cool que ce soit Ben Stiller à la réalisation, mais peut-être qu'il veut pas se multiplier trop aussi. Puis la Severance, je crois qu'il réalise des épisodes là encore. Hein. Est-ce qu'il les Il réalise réalise tous? certains épisodes, en revanche, il ne réalisera pas d'épisode de la saison 3, D'accord. parce que il va réaliser un film, je crois, sur un pilote américain qui se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale ou un truc comme ça. Enfin, c'est un gros truc, avec notamment Jeremy Allen White dans le rôle principal. Donc c'est quand même un gros truc. Et c'est produit par A24, donc c'est quand même le gros retour au cinéma de Ben Stiller, quoi. Ah bah de toute façon, il fait des films sérieux aussi, Ben Stiller. Hein. Ah oui, Ah, bah oui. clairement. Donc voilà, bah à voir comment se déroulera ce 4e volet. Fucker in Law, je sais pas comment ils vont l'appeler en français. Hein. Je suis curieux de savoir comment ils vont faire, ouais, effectivement. Mon beau-père et mon beau-père. Mon beau-père, nous sommes les beaux-pères. Enfin, je sais pas, mais ils vont être tous les Ou deux alors ça beaux-pères. va être Ah, c'est compliqué. mon beau-père et mon grand-beau-père, je sais pas, ça va être Ah, très. je sais pas. Et bon courage. Hein. Voilà, vous avez voulu vous la jouer avec mon beau-père et machin là, dans vos titres. Parce que mon beau-père et nous, on sait même pas qui c'est censé être du coup nous. Bah, nous, c'est les enfants peut-être, mais du coup, C'est bof. les Bah enfants, mais non. c'est qui le beau-père des enfants, tu vois? Enfin, ça n'a C'est pas de sens. complètement con comme titre français, t'as raison. Oh, mais déjà le 3, le titre n'a pas de sens en fait, quand Si, quand tu mon beau-père réfléchis. et nous, du point de vue de Greg, c'est mon beau-père.
Et nous, ma famille, mes enfants, ma femme. Ouais, ok, mais du coup, c'est toujours du point de vue ma belle-fille et nous, ma belle-fille et Mon moi, peut-être beau-père un et truc comme moi, ça. mon beau-père et eux. Parce que vu que c'est Stepfucker et que là, c'est Fucker Little in Law. Ouais, je sais pas, je Je suis sais pas. perdu. Bah, à suivre, hein. Voilà, si vous avez des idées, faites des prédictions sur le titre français. Tiens, on offrira un cadeau virtuel à la personne qui aura trouvé le bon titre français du prochain. Vous n'avez le droit de jouer que, évidemment, tant que le film n'est pas annoncé en titre français. Ça va peut-être pas tarder d'ailleurs. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de continuer cette Ouais, bah discussion. ouais. On poursuivra donc peut-être sur la 7e illusion, à moins que, au miracle, on aille voir le film ensemble. Mais fin novembre, on sait qu'on a les périodes les plus chargées concernant, donc c'est pas évident, scolairement parlant. Mais il y aura d'autres. Peut-être qu'on fera les Mafia Blues. On s'était posé cette question-là. Et peut-être d'ailleurs que si jamais on fait les Mafia Blues, on va précipiter l'existence d'un Mafia Blues 3 à date. Et ça, ce serait incroyable. Ok. Mais il va falloir comprendre un truc, c'est qu'on a du pouvoir sur Hollywood, en fait. On a réussi à les forcer à faire un quatrième Meet the Parents. Il faut qu'on fasse un troisième Mafia Blues. Donc, Billy Crystal, Robert De Niro, on va venir vous chercher. Mais écoute, est-ce que tu veux pas qu'on termine ce record sur Oui, un twist à la Shyamalan? voilà, twist à la Shyamalan. Et j'espère, parce que je croise les doigts, donc ça, on a pas mal de bugs StreamYard en ce moment. Et en fait, cette vidéo-là, on l'a faite la veille. Et elle s'est retrouvée complètement inexploitable. Et On a là, dû on a tout l'air bête parce retourner. qu'aussi bien, il y a eu le même bug là et qu'elle sera inexploitable. Si vous Franchement, voyez cette vidéo, c'est qu'elle est sortie, qu'il n'y a pas de bug, mais ce qui est miraculeux parce que vous avez peut-être vu des petites coupes. Hein. Vous avez des petites coupes oui, de oui, pause oui. d'enregistrement parce qu'il y a des bugs. Alors, je pense que ça vient de ta connexion, donc peut-être que ça Je sera pense que là, exploitable. oui, oui, oui. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si jamais vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a vaincu ici le signe indien, que parfois StreamYard bug un peu. Alors, il paraît que ça arrive, ils font des mises à jour des fois et on est tombé sur le mauvais moment, je crois, Oui, hier. clairement. Mais bon, voilà, hein, on a rêvé-vous. De toute façon, si jamais, si jamais on la publie pas, celle-là, on la balancera en privé à nos potes, hein, parce que à un moment, Oui, oui. On s'est trop fait chier pour pas sortir cette vidéo. limite, on va la mettre avec les bugs avec, parce que je crois qu'on en a ras-le-bol. On en fait une vidéo pirate, on Et la d'ailleurs, si jamais on redistribue publie qu'il y a des bugs dedans, désolé, mais on en a marre. par excuse. On en Vraiment a nos gros, excuses, comme mais dirait l'autre. Voilà. Mais bon, oh là là, mais en tout cas, c'est un plaisir d'en parler avec toi. Quoi qu'il arrive, au bah moins toi notre aussi. plaisir, il est là. Et bon, et on est toujours plus fort que à un moment, on est toujours plus fort que le destin. Hein. De toute façon, il faut savoir affronter les aléas de la vie. Et puis il y a pire dans la vie. Voilà, il y a pire Ça que des va, bugs c'est StreamYard, hein, super. vous savez. Hein. Mais, voilà. Mais en tout cas, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin à celles et ceux qui nous ont supportés jusqu'au bout. Et on dit Mafia Blues, peut-être qu'on fera d'autres duos, podcasts sur d'autres choses. Hein. Il y a Oui, des séries. évidemment. Il y a des séries qu'on a sur la liste aussi, hein, parce qu'on a Il y fait a les pas mal de Sopranos, séries dont on a parlé en off, ouais, effectivement. on a fait quand même Sopranos ensemble, entre autres. On a fait aussi Succession. Voilà. Peut-être, oui, il y a d'autres séries qui nous sont chères que tu dois découvrir ou revoir. Voilà, bon, on va pas dire les noms, mais Ouais, tu- on va pas faire de name drop, mais non, bon, si vous connaissez notre histoire, des trucs, certains trucs, vous saurez à peu près où on va aller. voilà. Il y a, En tout il cas, y a un indice très clair dans le nom d'un de nous deux, hein, clairement. Mais bon, voilà, j'en dirai pas oui, plus. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il n'y a plus que faire le mot de la fin et on vous attend en commentaire, évidemment. À la prochaine. Ciao, ciao! Ciao.